Bonjour à tous et à tous, et nous sommes live, donc bienvenue dans ce nouveau Crosstalk du Lab RH. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle édition des Crosstalk. Je suis pas toute seule comme d'habitude, accompagnée de plusieurs personnes que je vais vous présenter juste après. Et puis ce que je vous propose pour démarrer, c'est qu'on remette un petit peu les bases, voilà, parce qu'on est ravis d'être avec vous ce matin. Donc je me présente, je suis Amélie Duniac, donc je suis écosystème manager au sein du Lab RH. Donc je gère à ce titre l'animation de la communauté des startups qui sont adhérentes du Lab et dont les intervenantes d'aujourd'hui font partie. Et donc, je suis ravie d'animer cette nouvelle session de Crosstalk qui réunit tous les mois donc, deux startups de notre écosystème qui ont une expertise à partager sur un sujet à enjeu RH qu'on va décrypter. Et aujourd'hui, je suis également accompagnée de Séverine Loureiro, qui est notre directrice générale, à qui je vais passer la parole et qui va pouvoir vous introduire le sujet du jour. Merci Amélie et bonjour à toutes et à tous derrière les écrans. Effectivement, on aime beaucoup ce format Crosstalk. Et ce mois-ci, on a décidé avec Cocobot et NeoBrain d'adresser le sujet des soft skills et de l'IA évidemment, puisque l'IA c'est incontournable. Hein, on en parle partout, tout le temps, dans les codires, dans les plans strat RH, à la machine à café. Et je trouve qu'on en parle beaucoup comme d'une révolution, on en parle beaucoup comme d'une menace parfois, et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment comme d'un révélateur. Or, pour moi, l'IA, c'est vraiment un révélateur. Ça va être un révélateur de ce qui ne peut pas être automatisé. Parce qu'effectivement, on parle de toutes les compétences techniques qui peuvent l'être, mais rarement de ce qui ne peut pas l'être. Et ce qui ne peut pas l'être, c'est vraiment ce noyau dur des métiers et du travail aujourd'hui dans nos entreprises. Ce noyau dur, il est très lié à l'humain, il est très lié aux soft skills. Et donc, c'est pourquoi je pense, moi, que le sujet des soft skills, il est directement lié, il est incontournable quand on parle d'IA. Et il faut vraiment le considérer considérer l'IA comme un révélateur de ces soft skills. Alors, les soft skills, c'est pas nouveau, hein, on en parle depuis longtemps. Quand j'étais en fac de psycho, on parlait de compétences comportementales, de compétences transversales. En fait, on parlait de la même chose, hein, on parlait de soft skills. Donc, c'est un sujet qui est pas nouveau. C'est un sujet qu'on connaît en RH, qui a toujours été un peu au centre des sujets et des enjeux, notamment sur toute la partie gestion de compétences. Mais c'est un sujet qui a toujours posé des difficultés quand même d'identification, d'évaluation. On ne sait pas toujours par quel bout le prendre. Or, avec l'IA, on va être obligé, là maintenant, il y a plus, c'est plus un plus de s'occuper des soft skills. Ça va être vraiment une obligation et un incontournable dans tous les projets RH. Donc, c'est pour ça que je suis très contente que nos deux startups aient choisi ce sujet et qu'elles nous apportent leur angle et leur expertise pour en parler aujourd'hui. Donc NeoBrain et Cocobot, alors je vais les laisser se présenter et te redonner la parole, Amélie. En tout cas, moi je vais, j'ai pas mon seau de popcorn, mais j'ai ma petite tasse à café parce que vraiment j'ai très hâte de suivre vos débats et les échanges. Mais merci Séverine en tout cas pour cette introduction. Donc vous l'aurez compris, hein, tous ceux qui nous regardent, le sujet du jour aujourd'hui, c'est les soft skills à l'ère de l'intelligence artificielle, avec ce sujet de venir les détecter, les développer dans cette logique aussi de performance. Et donc pour reprendre ces enjeux, Séverine l'a très bien dit, dans le cadre, on accueille aujourd'hui donc deux startups, deux intervenants. Donc je présente dans un premier temps Pauline Murat, donc, qui est responsable marketing chez NeoBrain. NeoBrain, qui est une plateforme de talent management qui est plutôt centrée sur les compétences et qui va aider les entreprises à venir cartographier ces compétences, les développer, les mobiliser, notamment avec les talents à l'ère de l'IA, dans cette logique d'anticipation des besoins et des transformations des entreprises. Pauline, t'en parlera beaucoup mieux que moi, je te laisse reprendre la parole. Merci Amélie, écoutez, ravie d'être là. Ravie d'être là aujourd'hui et avec Cocobot pour parler de ce beau sujet. En effet, NeoBrain, on est une plateforme de gestion de talent et on accompagne les RH afin qu'ils aient une vue vraiment 360 des compétences au sein de leur entreprise et pouvoir derrière activer cette donnée et pouvoir mieux piloter leurs différents dispositifs RH. Et on rentrera bien sûr dans ce sujet de l'activation.
Merci Pauline. Et puis donc je vais présenter notre deuxième intervenante, donc HK de Bressa, qui est CEO de CocoBot. CocoBot qui est une solution qui combine à la fois l'IA et le coaching humain pour venir développer ces fameux soft skills des collaborateurs au quotidien en aidant donc les équipes à venir mieux coopérer, gérer les tensions et puis s'adapter justement à ces transformations aujourd'hui dans le monde du travail. Encore une fois, Aska, je te laisserai ajouter si tu as des choses, bien évidemment, tu en parleras beaucoup mieux que moi. Okay. Merci Amélie, merci Séverine pour cette invitation dans ce talk et merci d'avance à Pauline pour notre échange qui, je suis sûre, va être très intéressant. Et je n'ai rien à rajouter sur la présentation de CocoBot puisque tu l'as très bien présenté, Amélie. Donc voilà, j'apporterai des éléments au fur et à mesure. Merci. Écoute, merci beaucoup. Donc voilà, très contente de vous accueillir toutes les deux également dans ce cross-talk-là. Donc rapidement, pour représenter un petit peu aussi le déroulé de la session avant de rentrer réellement dans le vif du sujet. Notre ambition aujourd'hui, tout ensemble, c'est de pouvoir vous offrir un éclairage donc, sur la thématique qui a été présentée et aussi des méthodes et des outils plus concrets de manière à pouvoir passer à l'action vis-à-vis de ce sujet. Il y aura donc plusieurs tours de table qui vont permettre de pouvoir partager différents éléments. Un premier qui va vous permettre de comprendre le sujet, en quoi est-ce que c'est un enjeu en entreprise aujourd'hui et que c'est vraiment important d'en parler. Un deuxième qui va plutôt venir vous aider à rendre concret aujourd'hui ce sujet avec des cas d'usage que HK et Pauline nous partageons et aussi des bonnes pratiques. Et bien évidemment, un troisième qui sera plutôt pour vous outiller et donc passer à l'action pour pouvoir se lancer dès demain sur ces sujets-là. Et à la fin, nous aurons un temps de conclusion avec des questions-réponses que vous pourrez poser à nos intervenants dans le chat. Donc, restez connectés jusqu'au bout. Et donc, ce que je vous propose sans plus tarder, c'est qu'on démarre tout de suite avec ce fameux état des lieux, ce fameux cadre à reposer. Aujourd'hui, l'IA, on en parle beaucoup, Séverine le disait aussi, c'est l'IA, elle va venir transformer les métiers, elle va venir prendre en charge de plus en plus les tâches techniques. Elle emmène aussi avec elle ce qu'on attend vraiment d'un collaborateur, qu'il soit bon dans son métier. Alors, comment est-ce que le collaborateur va réellement faire la différence aujourd'hui? Et là, pour le coup, je te propose de répondre à cette question en premier, Pauline. Très bien, premier tour alors. Donc, comme tu le disais, oui, on délègue de plus en plus de tâches à l'IA, c'est clair, on automatise. Et il y a une étude de l'Institut de l'entreprise qui est sortie qui dit que d'ici 2030, en tout cas en France, les salariés français, 27% de leurs tâches vont être déléguées ou automatisées auprès de l'IA. C'est quand même un chiffre qui est assez conséquent. Donc, je pense qu'une des premières choses, c'est tout d'abord que les collaborateurs soient capables de s'emparer de l'IA et soient capables de s'en servir pour déléguer ces tâches, mais surtout déléguer les bonnes tâches. Parce que tout n'est pas automatisable. Il y a des critères qui vont rentrer en compte, tels que la réglementation, la sécurité de la data, la créativité et autres. Et donc, ce qui fait qu'on ne peut pas tout donner. Et je pense qu'il y a ce besoin au niveau collaborateur de vraiment comprendre et d'avoir ce regard critique de ça, est-ce que je peux le déléguer ou non, et derrière d'être capable de challenger, bien entendu, l'IA, de remettre en question ce que l'IA propose, de pouvoir corriger, de pouvoir mieux prompter, et tout ça, ça vient entre autres avec des soft skills, cette capacité d'avoir un regard critique, de réflexion, et d'être capable aussi de s'adapter face à ces changements. Donc il y a d'une part pouvoir s'en emparer, bien l'utiliser, et avoir développé ces soft skills de critique face à ce nouvel outil. Ensuite, un deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps libre aujourd'hui? Et je trouve que c'est là que les soft skills deviennent intéressantes. Est-ce qu'on n'utiliserait pas justement ce temps libéré pour pouvoir réfléchir, mieux cadrer, mieux innover, développer un petit peu plus sa créativité et donc se former, que ce soit sur des hard skills, mais aussi des soft skills. Et je pense que c'est là aujourd'hui où on retrouve aussi du sens dans son travail. Dans un monde où on automatise tout, qu'est-ce qui donne du sens et qu'est-ce qui va faire que les collaborateurs aujourd'hui sont épanouis? Il y a des articles aujourd'hui qui sortent un petit peu sur cette thématique, qui disent finalement, est-ce que l'épanouissement, ça ne serait pas de retrouver justement ce sens de la réflexion, de la créativité, de l'innovation et donc toutes ces soft skills-là. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est aussi ça qui apporte à l'entreprise un bien-être, un engagement et une motivation des collaborateurs.
Le deuxième aspect, ça va plus être sur tout ce qui est cohésion d'équipe, communication, gestion du stress et de tous les classiques qui, bien sûr, ne peuvent pas être automatisés. Et donc, ça fait la différence, je pense, pour l'entreprise, puisqu'ils vont avoir des collaborateurs qui sont capables de challenger, de voir la vérité et d'aller plus loin dans leur utilisation de l'IA, mais aussi au niveau de tout ce qui va être cohésion, communication. Et donc là, forcément, il y a une proportion plus forte pour ces collaborateurs, je pense, à évoluer, puisqu'ils ont ces bonnes compétences qui vont créer une espèce de bien-être général et travailler sur la performance. Côté collaborateur, je viens d'en parler, il y a l'aspect épanouissement, motivation, engagement, et on en revient à, il a potentiellement plus de capacité à évoluer et donc faire un gap salarial ou à faire des mobilités internes, puisque ce sont des compétences qui sont plus souvent transférables. Mais là où on voit le plus gros souci, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on identifie ces soft skills, comment est-ce que je sais aujourd'hui où sont mes forces, où sont mes faiblesses, là où il y a des écarts, et ce qui va être pertinent aussi dans le contexte de mon entreprise et dans mon poste. Alors, je trouve ça intéressant et je vais revenir sur ta dernière remarque. Elle suggère aujourd'hui une difficulté dans le pilotage des compétences. Tu disais qu'il faut être capable de les identifier, les soft skills. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point-là? En quoi est-ce que c'est si difficile à saisir aujourd'hui? Ouais, je pense que les soft skills, contrairement aux hard skills, donc qui sont des compétences plus techniques, elles sont beaucoup moins tangibles. L'impact n'est pas aussi clair ni mesurable qu'une hard skill. Ça, c'est un premier point de quel niveau est-ce qu'on donne tu es capable de communiquer, niveau 1, 2, 3, où est-ce que je vais me placer. Et souvent, ce sont des compétences qu'on arrive à juger que dans le contexte du travail en équipe, des travaux en équipe, des situations très précises, que ce soit des réunions, des projets transverses, des situations de conflit peut-être, ou des situations un petit peu difficiles. Donc, encore faut-il arriver à prendre ce recul pour soi-même faire ce travail sur soi, je pense, mais aussi obtenir du feedback de son manager ou des personnes. Et ça, c'est pas toujours mis en place. Il n'y a pas toujours de culture de feedback. Les managers ne le font pas nécessairement. Est-ce qu'ils l'abordent lors des entretiens? Pas toujours, soit par question de temps, soit parce qu'ils ne voient pas toujours l'impact ou le fait que ce soit important, même si on sait que la perception sur les soft skills a clairement changé, on en parle de plus en plus et c'est quand même de plus en plus intégré. C'est pas forcément intégré dans les entretiens ou dans le système du feedback. Et enfin, il n'y a pas de définition toujours très claire. Qu'est-ce qu'on met derrière communication, assertif, quelles sont les définitions et surtout, comment est-ce qu'on va arriver à progresser et avoir un plan d'action concret derrière pour être capable de retravailler dessus. Parce qu'on peut me dire, OK, là, tu aurais dû mieux gérer ton stress lors de cette situation. OK, mais comment je fais et comment je montre derrière, comment je l'applique. Et ça, je suis certaine que tu auras plein de tips à nous proposer là-dessus. Donc ça, là, il y a l'aspect manager et collaborateur avec leur relation, feedback. Mais côté RH, je pense que le pilotage est difficile aussi pour les mêmes raisons. De comment on identifie, est-ce qu'on a bien défini ses compétences, quels sont les plans d'action derrière qu'on va proposer aux collaborateurs, parce qu'en effet, c'est bien beau de faire du feedback, mais si derrière, il n'y a rien de proposé, c'est compliqué d'avancer. Et bien préciser ces niveaux qui ne sont pas forcément précis, concrets, avec qu'est-ce qu'on attend derrière, quel est un exemple précis. Et il peut y avoir un manque d'harmonisation aussi entre différentes personnes. L'un va parler d'assertivité, l'autre va parler de communication. Les termes ne sont pas toujours bien clairs. Écoute, merci en tout cas pour ces éléments complémentaires. Je trouve ça assez intéressant ce que tu décris. C'est vraiment un tableau qui représente bien le contexte qui est vécu aujourd'hui par beaucoup, je suppose, de RH et de DRH aussi. Justement, Pauline en a parlé. HK, toi qui interviens plutôt sur le terrain auprès des collaborateurs directement, est-ce que c'est un constat qui résonne avec ce que nous a expliqué un petit peu Pauline de ton côté? Et comment est-ce que tu pourrais nous aider aussi à définir cette compétence soft skills justement?
Oui, alors déjà, je suis complètement alignée avec tout ce que dit Pauline. Et donc, alors les soft skills, effectivement, c'est un mot voilà, anglophone qui est difficile à traduire en français. Donc, effectivement, on a connu plein de définitions différentes, compétences comportementales, compétences transversales. Et en fait, on ne se met pas vraiment d'accord sur ce que c'est. Mais j'utiliserai en fait ce que dit Jérémy Lamrit dans son livre Le défi des soft skills. Il parle en fait d'habilité socio-cognitive face aux situations. Donc, j'aime bien ça parce qu'effectivement, il y a le comportemental, il y a l'intrapersonnel, il y a la communication, il y a plein de choses en fait dedans. Et donc, pour rebondir sur ce que disait Pauline, donc en effet, les soft skills sont vraiment devenus clés pour l'adaptabilité et la coopération dans le monde du travail qui est en constante évolution aujourd'hui. Et effectivement, donc l'IA s'empare des compétences techniques. Le FMI, dans un de ses rapports, indique qu'il impacte jusqu'à 60% des métiers et essentiellement des métiers à forte expertise, voilà, où on va du coup même ponctuellement remplacer des juniors. Et ça creuse les écarts aussi entre ceux qui savent utiliser l'IA et ceux qui ne savent pas. Okay. Et de l'autre côté, une étude de l'OCDE indique qu'une compétence technique aujourd'hui, elle est obsolète au bout de 2 ans. Et plus on avance en fait dans le temps, plus en fait cette durée se réduit. Et donc plutôt que d'avoir peur de l'IA, on devrait plutôt considérer que c'est une opportunité pour miser sur nos soft skills qui, elles, sont extrêmement utiles aujourd'hui et resteront toujours utiles. Et aussi profiter du temps que nous libère l'IA pour du coup alléger notre charge cognitive et nous cultiver sur d'autres sujets qui, eux, vont nous permettre du coup de développer notre créativité. Voilà, donc ça, j'en reviens un peu effectivement à ce que disait Pauline là-dessus. Mais écoute, merci pour ces premiers éléments. Je trouve que tu as cité pas mal de chiffres aussi, 2-3 chiffres assez intéressants. Il y en a un qui est assez frappant. Tu le disais au début, 60% des métiers qui sont aujourd'hui impactés par l'IA, ça fait quand même une sacrée part. Aujourd'hui, en sachant ça, quelles sont les compétences soft skills qui vont vraiment faire la différence du coup pour venir travailler avec cette IA si de toute façon il y a un enjeu derrière? Alors déjà, je pense qu'il est important de rappeler que l'IA n'est qu'un outil au service de l'humain. Voilà. Elle sait mieux que nous traiter une énorme quantité d'informations et de critères. Okay, et ça, elle va nous aider de ce point de vue à faciliter nos prises de décision. Mais au final, c'est notre bon sens et notre expérience humaine, qui est souvent empreinte d'empathie, qui va servir en fait à la décision. Et donc après, concrètement, en termes de compétences, moi, je vois 3 grands axes. Donc, le premier, c'est savoir travailler avec l'IA. Donc, on a besoin de développer des soft skills comme la pensée analytique pour savoir structurer un prompt. Voilà. Donc, en fait, c'est pas on prompte et tout de suite on a une réponse. Il faut vraiment en fait réfléchir en amont pour faire ressortir des résultats qui ont de la qualité. Ensuite, effectivement, il faut du sens critique pour challenger ce que nous dit l'IA. Voilà, vérifier les sources, lui demander de compléter. Et enfin, il faut aussi de la créativité parce que la capacité d'innover est disruptive, elle est propre à l'humain. L'IA, en fait, va juste imaginer en fait, des solutions, des réponses par rapport à une base de connaissances. Voilà. Mais nous avons effectivement donc, cette capacité disruptive. Et enfin, on a besoin de soft skills pour coopérer efficacement avec les autres. Et ça veut dire effectivement donc, renforcer nos compétences de communication, l'écoute active et le leadership pour savoir embarquer et fédérer les autres dans un projet. Et enfin, on a besoin donc aussi de développer nos compétences intrapersonnelles, voilà, qui sont l'automotivation, voilà, pour avancer au quotidien sur les projets, la capacité en fait de gérer son stress, mais aussi de réguler ses émotions pour pas être en fait dans la réaction instantanée, mais prendre du recul avant de réagir. Et puis aussi, comme l'indique la Business Harvard Review, face à l'IA, en fait, il est important de savoir apprendre à apprendre en continu. Voilà. Et là, on en revient effectivement au fait d'utiliser en fait son temps libre pour se cultiver sur d'autres projets, pour innover aussi, comme le disait Pauline. Donc, si je peux, voilà.
Désolée, je te coupe, j'ajouterai juste un point là-dessus, c'est je pense qu'il y a l'adaptabilité justement de ce nouveau mode de travail et ça revient un petit peu à ce que tu dis, apprendre à… Oui, c'est ça, c'est s'adapter au changement, effectivement, ouais, c'est tout ce qui est compétences intrapersonnelles. Et donc, du coup, effectivement, donc, les gens qui savent développer leurs soft skills vont faire leur différence parce que c'est vraiment en fait des clés pour leur employabilité. Mais aussi, on voit dans une étude Cali Social, de Cali Social, que la qualité des relations et de vie au travail sont des leviers d'engagement. D'accord ? Donc, ça veut dire que l'entreprise ne peut plus dissocier le bien-être et le climat social de sa compétitivité. D'accord ? Donc, l'entreprise, elle doit piloter le développement des soft skills pour assurer donc, sa robustesse et la durabilité de son business. Voilà. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on voit apparaître des skill-based organizations, les SBO, à mettre des marketplaces de compétences mobilisables pour différentes missions. Et je crois que ça, c'est un sujet, effectivement, que NeoBrain s'est accompagné. Mais écoute, merci HK. Effectivement, les SBO, on en parle beaucoup, on en a déjà entendu parler aussi. C'est vraiment ce modèle de pouvoir remettre les compétences au centre de manière à ce qu'elles soient mobilisables sur des missions, hein, tu le disais. Et je trouve ça très intéressant que tu le mentionnes parce que ça permet vraiment avec ce premier tour et ces premiers échanges, ça complète bien tout ce qui s'est dit depuis le début. Hein. Aujourd'hui, les soft skills, c'est pas un sujet qui est périphérique, c'est un sujet de performance concrètement, c'est un sujet au niveau de l'entreprise. Et on le sait aussi que si on avance un petit peu dans les étapes, on a abordé la première qui est la prise de conscience. Aujourd'hui, on va aussi avoir le passage à l'action ensuite, mais parfois, c'est pas toujours évident de passer de la première étape à la deuxième. Alors du coup, je vais m'adresser peut-être à toi, Pauline, pour relancer un petit peu le sujet. Comment est-ce que, en tant qu'entreprise, on s'y prend aujourd'hui pour passer justement de cette première à cette deuxième étape, puisqu'on le sait, hein, sur le sujet des compétences soft skills spécifiquement, même HK le disait, comment est-ce qu'on peut rendre ces soft skills qui sont visibles et exploitables dans les décisions RH? Ouais. Alors, il y a plusieurs niveaux de maturité, clairement, mais je pense que déjà, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont cette volonté de les remettre au centre et qui voient ce lien avec la performance, comme t'en parlais, HK. Après, on passe à l'action. La première étape, et chose qu'on voit aujourd'hui, c'est que déjà, des compétences de soft skills sont maintenant intégrées dans les fiches de poste lors des recrutements. Aujourd'hui, 43% des fiches de poste ont à minima une soft skills. Et ça, même dans les job tech, ce qui, quelques années, n'était pas forcément le cas. Je crois qu'il y a 5 ans, on était plutôt aux alentours de 30-32%, j'ai pas le chiffre exact, des fiches de poste qui contenaient à minima une soft skills. Donc, il y a un progrès à ce niveau-là. Ça se voit aussi, je trouve, dans les valeurs d'entreprise. Parmi les valeurs d'entreprise les plus citées, les plus récurrentes en France, on trouve des valeurs type le leadership, la co-création et l'agilité. Donc, on sent que les entreprises commencent à prendre ça en main dans leur recrutement, mais aussi dans ce qu'elles essayent d'inculquer au sein de leur entreprise. Après, dans la réalité, il peut toujours y avoir un écart. Et ça, on le disait parce que on les mesure mal, on les identifie pas toujours, on les définit pas nécessairement, et il faut quand même embarquer tout le monde. C'est vraiment le nerf de la guerre. Nous, côté NeoBrain, forcément, quand on accompagne les entreprises, on parlait de SBO, en effet, on est centré sur la compétence, donc on va regarder, on va avoir une approche par les référentiels et la cartographie. Et on intègre donc les soft skills au sein de nos référentiels. Et la première étape, c'est vraiment de poser le cadre avec les attentes, donc créer son socle. Qu'est-ce qu'on attend des collaborateurs ? On peut, en effet, je pense, partir des valeurs de l'entreprise. Ça peut être le premier socle et ça permet vraiment de prioriser à l'échelle entière de l'entreprise. Après, pour aller plus loin, là, on passe vraiment plus au niveau référentiel et granulaire des métiers. Et donc, par métier, il s'agit d'identifier
les soft skills les plus importantes, et souvent vont se recouper, hein, forcément, ce sont quand même en grande partie des compétences transverses. Et là, nous, on voit la différence en 3 ans. Il y a 3 ans, dans les référentiels, 40% des skills étaient des soft skills. Aujourd'hui, on est passé à 62%. Donc, ça y est, là on a basculé, où plus de la moitié des compétences qui sont dans un référentiel sont des compétences cognitives et transverses. Donc, il y a déjà un gap qui commence à se faire, et les entreprises ont pris conscience de ça. Une fois qu'on se dit, OK, on a identifié, ça c'est vraiment la première étape qu'on voit, c'est ensuite, est-ce que les entreprises passent à l'étape 2, c'est la structuration et le langage commun. Et c'est là qu'on passe à la chose un petit peu plus délicate de la définition et de l'harmonisation. Donc, montrer l'impact aux managers pour montrer qu'on parle un peu le même langage qu'eux, mettre des définitions claires derrière, l'esprit critique, comment ça se traduit. Quand on fait 3 niveaux, quels sont des exemples clairs qu'on veut mettre derrière. Pour la résolution de problèmes, par exemple, le niveau 1, ça peut être le collaborateur est capable d'identifier. Le niveau 2, il est capable d'analyser la problématique et de proposer des solutions. Et le niveau 3, peut-être, il arrive à anticiper tout ça parce qu'il connaît déjà les signaux. Mais il faut quand même mettre sur papier, décider du nombre de niveaux et mettre sur papier exactement ce qu'on attend des collaborateurs, parce que sinon, il n'y aura pas jamais on peut mesurer clairement et donner un bon feedback. Et le 3e niveau, et là, on arrive un petit peu dans la partie avec comment on va pouvoir visualiser cette donnée pour pouvoir l'activer, qui est quand même le point utile principal derrière, c'est d'outiller et de rendre cette donnée exploitable. Donc, c'est d'une part aller chercher toute l'info de mes collaborateurs, quelles compétences sont-ils en termes de soft skills. Donc, on va aller chercher dans leur CV, peut-être sur les expériences passées, les types de postes qu'ils ont eus. Généralement, ça permet de développer telle compétence de soft skills. Et après, il faut aussi aller chercher le feedback des uns des autres sur des projets différents, peut-être des formations qui ont pu être faites. Et donc, ça s'alimente, que le collaborateur l'alimente, que le manager aussi alimente. Les assessments, les tests, ça peut être aussi quelque chose pour aller jauger le niveau actuel et identifier les gaps. Une fois qu'on a tout ça, donc on a les compétences que l'on souhaite, les compétences que l'on a réellement, c'est là qu'on va pouvoir avoir cette cartographie et vraiment visualiser les écarts. Et là, on va pouvoir activer cette donnée en intégrant ça dans tous les différents processus RH, au niveau recrutement, entretien, mobilité, formation, les grilles d'évaluation. Donc vraiment pouvoir prendre ces décisions de pilotage RH et les décisions managériales aussi derrière, les décisions de formation par la suite. Mais un des points clés, ça va vraiment être la gouvernance et le fait d'embarquer à nouveau, on en revient à ça, mais d'embarquer les managers, de leur montrer l'impact, de les former et de les outiller, de leur donner les moyens à ce qu'ils intègrent ça régulièrement dans leur quotidien ou dans les process qu'ils ont déjà. On ne veut pas rajouter une couche, mais au moins intégrer dans les process et montrer que l'intelligence émotionnelle, oui, ça va jouer sur la performance. Écoute, merci. Je trouve ça très intéressant. Tu as parlé de cartographie, tu as parlé d'identification des compétences avec cette idée de venir aussi structurer le langage pour que tout le monde ait une base commune. On le sait, chaque métier, chaque entreprise a un socle qui est complètement différent, donc des référentiels forcément différents. Est-ce que tu aurais pour nous peut-être des cas d'usage à nous partager pour venir ancrer cette théorie, ces projets dans la réalité business aujourd'hui ? Oui, il y a 3 grands cas d'usage qu'on retrouve lorsqu'on utilise une cartographie pour piloter ses décisions. Le premier, c'est vraiment la mobilité interne, c'est-à-dire qu'il y a un poste s'ouvre en interne, le collaborateur va pouvoir voir ce qui lui manque en termes de compétences, et donc en termes de compétences hard skills, mais aussi soft skills, ce qui lui manque, mais ce qu'il a également. Et généralement, c'est sur les soft skills quand même qu'il a beaucoup de choses et il va pouvoir se positionner et se projeter plus facilement en voyant qu'il a des métiers qui sont totalement différents, plus ou moins éloignés du sien, mais dont il est assez proche parce qu'il a ses compétences transverses qui font qu'il peut prétendre à ce nouveau métier. Et derrière, il s'agit de voir quelles sont les passerelles pour y arriver, quelles sont les formations. Le deuxième point, c'est de faire face aux transformations des métiers.
notamment avec l'IA, les compétences changent, des nouvelles compétences émergent où on a plus besoin de certaines, on a plus besoin de réflexion, d'esprit critique, en parler, de savoir analyser et d'avoir une capacité analytique pour mieux prompter. Face à ça, justement, il s'agit de faire émerger sur son référentiel ces compétences-là et pour les RH de voir en interne quelles sont les personnes qui ont ces compétences, ne les ont pas, où est-ce qu'il y a des écarts, est-ce qu'il faut les former, est-ce que je n'ai personne qui a ces compétences et dans ce cas-là, est-ce que je dois recruter à l'externe, est-ce que en effet je fais de la formation ou est-ce que j'externalise ce point-là. Mais c'est aussi de reskiller et upskiller les personnes. Donc, soit les faire monter en compétences pour qu'ils atteignent le niveau, soit de leur faire acquérir des nouvelles compétences et de voir en fonction aussi des appétences des uns des autres. Parce que lorsque chez nous en tout cas, lorsque le collaborateur met ses compétences, il peut aussi en face mettre ses niveaux de motivation. Donc là, on va retrouver ce côté, l'engagement et la volonté, l'implication du collaborateur et derrière, les décisions peuvent être prises de se dire ces personnes-là sont plus intéressées par ce type de compétences, accompagnons-les et aidons-les à monter en compétences et peut-être que justement ce métier-là leur plaît plus et ça tombe bien parce que ce métier évolue dans cette direction. Et le dernier point, ça va être la gestion des talents, vraiment le workforce planning, de voir on a des personnes qui partent à la retraite, ils partent avec certaines compétences hard skills ou cognitives. Est-ce qu'on a des personnes en interne pour remplacer? Est-ce qu'il faut qu'on recrute à l'externe? Idem, identifier des goulets d'étranglement. On a Canal+ qui nous avait parlé de ça. Eux, c'était plus lié à l'équipe technique, mais on retrouve à nouveau la même chose pour des compétences cognitives. Des personnes qui ont telle ou telle compétence, peut-être la métacognition, de mieux identifier les biais et autres, ils vont peut-être être sursollicités sur certains projets. Et là, ça peut être un signal d'alerte côté RH de se dire on ne peut pas sursolliciter ces personnes-là. Il y a une question de temps. Donc, est-ce qu'on recrute ou est-ce qu'on forme d'autres personnes pour qu'ils aient une montée en compétences là? Et ça donne aussi beaucoup plus d'opportunités à nouveau de mobilité pour les collaborateurs d'aller tester des nouveaux projets. Et derrière, le dernier point, c'est on a identifié tous ces écarts, qu'est-ce qu'on propose comme plan d'action? Donc, de la formation, du recrutement, de l'externalisation. Et je pense que sur la formation, il faut vraiment sortir de ce truc. Peut-être qu'en France, on peut voir ça un petit peu comme très, très lourd, la formation, surtout sur des soft skills. On se dire, ça va être 3 jours en présentiel avec des cas pratiques. Et je pense qu'il faut sortir de ce cadre-là et se dire, mais il y a plein d'options différentes. On n'est pas obligé d'être dans une salle 3 jours bloqués, ce qui peut rebuter un petit peu justement sur le passage à l'action. Tu as plein d'exemples, HK, je sais, tu nous en parleras. Il y a d'autres solutions, que ce soit du matériel en ligne, même des petits groupes de retour d'expérience. Ton micro, pardon. Oui, c'est bon, on t'entend très bien. Super. Bon, en tout cas, merci pour ces partages, tous ces cas d'usage. Je trouve ça hyper intéressant et tu l'as très bien fait, le lien justement avec HK. Ce que tu nous dis au final, c'est qu'identifier et cartographier les compétences, c'est une première étape. C'est une première brique qui est indispensable. On est obligé de passer par là pour pouvoir avancer ensuite. Mais l'étape suivante, c'est la partie développement, c'est la partie formation, donc développement de ces fameuses compétences-là. C'est là que tu interviens, HK, avec ta solution. Et du coup, tu as vraiment cette expertise aussi que tu vas pouvoir nous partager. Donc, une fois qu'on a fait nos référentiels et qu'on a cartographié et qu'on sait ce qu'on cherche à développer, qu'est-ce qui va faire la différence avec ces différentes méthodes que Pauline nous a rapidement citées juste avant pour venir ancrer ces soft skills aujourd'hui dans les comportements, parce qu'on parle réellement de compétences comportementales, tu le disais un petit peu dans la partie d'avant. Oui. Déjà, avant de commencer, waouh, sur la solution de NoBrain, c'est super. Et bravo aussi, Pauline, pour l'avoir si bien expliqué. Moi, je vais quand même compléter avec quelques éléments de contexte à propos de l'identification des soft skills, des choses que nous, on peut voir sur le terrain. Alors déjà, il ne faut pas oublier que l'entreprise elle a l'obligation d'accompagner l'employabilité de ses collaborateurs. Okay, c'est sa première chose. Mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est que le hic, c'est que dans certaines entreprises, y compris dans des grands groupes que je ne citerai pas, voilà, lors de l'entretien annuel, on fixe des objectifs de communication ou de coopération
mais on ne définit pas les comportements attendus. Et surtout, on ne propose pas en fait, de dispositifs d'entraînement structuré, ni de repères de progression. Voilà, donc déjà, là, voilà, le point de départ est difficile. Dernièrement, ces derniers mois, il y a une entreprise qui a licencié un collaborateur pour ne pas avoir su démontrer les soft skills attendus. Et puis en fait, donc, le tribunal voilà, a analysé l'affaire et a débouté l'entreprise puisqu'il se trouve que il se trouve qu'en fait, les soft skills n'ont pas été définis et il n'y avait pas eu non plus de dispositif en fait, de formation pour aider le collaborateur donc, à acquérir ces soft skills. Et donc, effectivement, comme on l'a vu avec Pauline, donc, c'est ultra difficile, effectivement, donc, d'identifier les besoins et de définir, en fait, le référentiel de soft skills parce que, déjà, d'une part, culturellement, on n'a pas l'habitude, en fait, de les valoriser. Effectivement, ça semble très intangible. Et aussi parce que, effectivement, il faut les contextualiser par rapport aux besoins de l'entreprise, au métier, à la fonction. Donc, vraiment, c'est quasi du sur-mesure. Et donc, effectivement, si on ne sait pas les définir, ça va être difficile de les piloter. Et donc, c'est là où, effectivement, donc, une solution comme NeoBrain a toute sa valeur, apporte toute sa valeur pour la cartographie. Et après aussi, donc, je voulais noter un autre point qui est dans l'actualité, c'est la circulaire sur l'obligation de transparence des salaires. Okay. Ça va obliger les entreprises à définir les soft skills, les rendre visibles pour expliquer les écarts de salaire. Voilà. Et du coup, ils vont aussi obliger d'en objectiver le développement. Donc, par exemple, on peut reconnaître qu'un actuaire a une capacité en fait d'imagination et de créativité parce qu'il sait raconter un récit à partir de chiffres. Okay. Mais aussi une capacité en fait de leadership parce qu'il va savoir embarquer autour de ses préconisations. Et tout ça, effectivement, ça veut dire qu'il fait appel à sa curiosité, à sa capacité en fait de questionnement et d'apprentissage et d'écoute active, okay, aussi avec ses autres collaborateurs. Et un autre exemple de compétence qu'on va dire invisible, c'est celle d'un collaborateur qui prend soin d'un manager qui prend soin de ses collaborateurs. Donc, lui, il va trouver ça normal. Voilà, il ne peut pas faire autrement. Mais à contrario, il y a des managers qui ne le font pas. Donc, du coup, le premier manager, effectivement, il faut savoir reconnaître sa compétence comme une qualité qui contribue au bon climat social de l'entreprise. Et donc, voilà, donc en fait, il faut sortir des habitudes et des évidences pour valoriser donc, des comportements invisibles qui contribuent à la performance collective. Et donc, pour ça, c'est souvent effectivement un regard externe, donc je sais pas, comme NeoBrain ou comme un coach, un formateur, etc., qui va aider. Voilà. Et nous, côté CocoBot, on a une équipe qui réfléchit à comment définir des KPI de mesure des soft skills. Voilà. Parce qu'il y a bien en fait des éléments qui sont tangibles dedans, et y compris, comme le disait Pauline, différents en fait niveaux. Et voilà. Et après, donc il y a un autre problème aussi qu'on voit, et Pauline en a parlé aussi un peu, c'est que une fois qu'on a identifié donc des compétences ou des soft skills, les entreprises vont organiser des formations. Voilà. Et là, il y a un double problème. Parce que d'une part, on va former des groupes de collaborateurs à des compétences qui n'ont pas forcément choisi, parce que ce n'est pas en fait dans cette direction-là en fait, qu'ils veulent aller ou qu'ils n'en ont pas pris la conscience. Et sans ça, en fait, c'est difficile de motiver les gens et c'est difficile effectivement donc, d'apprendre quelque chose quand on n'a pas cette volonté. Et d'autre part, sans réactivation d'une compétence, a posteriori d'une formation, voilà, on va oublier 80% dans les 7 jours. Voilà. Et donc nous, en fait, chez CocoBot, donc, pour aider la compréhension des soft skills, le compagnon IA CocoBot, il va permettre à la fois une programmation au référentiel spécifique de l'entreprise, mais il va aussi être personnalisé au profil et au contexte professionnel de l'utilisateur. Voilà, et il va prendre tout ça en compte pour expliquer avec des exemples
pourquoi une soft skills est utile et en quoi elle pourrait manquer par rapport justement à une situation. Et ensuite, il va aider l'utilisateur à la mettre en pratique dans ses situations du quotidien. Et donc, le fait est que les soft skills, elles s'acquièrent par la prise de recul, par l'expérimentation, le feedback. Et donc, du coup, il faut du temps, de la répétition, des prises de conscience et des mises en pratique régulières et variées, donc dans différents contextes. Et donc, en fait, ce qui aide vraiment à développer les soft skills, parce qu'il s'agit de compétences avant tout comportementales, c'est les méthodes du coaching, parce qu'elles aident à conscientiser les comportements et à ancrer l'apprentissage. Mais le problème, c'est que le coaching est réservé uniquement à 20% des collaborateurs. Du coup, c'est pour ça que pour moi, le développement des soft skills, l'enjeu, c'est de démocratiser l'accès au coaching pour créer le déclic et aussi en fait d'offrir donc des dispositifs pour faciliter la pratique en autonomie dans les situations en fait du quotidien et aussi la possibilité de suivre ses progrès réels. Et donc, du coup, notre approche chez Cocobot, c'est une combinaison de 3 actions. Donc, la formation pour acquérir le savoir, donc expliquer qu'est-ce qu'une soft skills, pourquoi on en a besoin, comment la mettre en pratique. Deuxièmement, le questionnement par les méthodes de coaching, donc pour déclencher la prise de conscience et pour transformer les comportements. Voilà. Et troisièmement, donc la pratique avec le compagnon IA Cocobot, qui lui est programmé aux méthodes du coaching. Voilà, pour activer et ancrer en situation réelle les compétences. Et en même temps, effectivement, donc, il y a un tableau de bord qui permet de suivre ses progrès et de gagner des badges au fur et à mesure des entraînements. Et d'ailleurs, récemment, on a vu, on a pu constater que l'apprentissage avec l'IA, donc en fait les mises en situation, permet en fait d'accélérer par 5 l'apprentissage. Okay, donc en fait, du coup, l'IA peut vraiment être notre allié pour le développement de nos soft skills. Et donc, si je devais résumer ça par une recette de cuisine, je dirais que les ingrédients sont les apports de la formation. La cuisson, c'est la transformation opérée par le coaching. Et la dégustation, c'est l'ancrage dans le réel par la mise en situation. Eh ben, écoute, très bonne recette. Hâte de tester tout ça dans ces cas-là. Merci beaucoup, HK, pour tous ces apports. C'est très, très intéressant, là, avec ce que vous venez de nous partager toutes les deux, sur cette partie-là. On parle de référentiel bien construit, d'un apprentissage qui est ancré dans le quotidien. Ça permet de mieux comprendre le sujet. Et du coup, on se pose une question qui est comment est-ce qu'en tant que RH, on se lance dès demain pour pouvoir faire ça? Alors, c'est souvent justement là où tout se joue, ce fameux passage à l'action. Je reviens vers toi peut-être, Pauline, si tu devais donner, disons, une feuille de route assez simple et réaliste, peut-être dans un premier temps à un ou une DRH qui veut démarrer, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait cette feuille de route? Ouais. Alors pour pas reprendre tout ce que je vous ai dit avant sur la création du socle et autres, je pense que le premier vrai conseil, c'est pas de se dire on va se lancer sur toutes les soft skills, on va tout faire d'un coup. C'est vraiment de prioriser. Au moins, c'est un peu le premier batch, on test and learn. Donc, identifier peut-être 5 à maximum 10 compétences clés, compétences cognitives qui sont critiques selon vos enjeux au niveau de l'entreprise, votre business ou les différentes BU. Pourquoi pas repartir des valeurs de l'entreprise. Je pense que c'est un premier point de départ pour vraiment ancrer ça dans la culture aussi. Le deuxième point, ça va être de prouver l'impact rapidement. Donc, je vous le disais, la clé des succès pour moi, c'est vraiment le fait que les managers soient impliqués, que les infos redescendent et puissent remonter derrière par les collaborateurs. Donc, pour qu'eux soient impliqués, il faut quand même leur prouver l'impact, leur dire oui, vous allez en parler pendant les entretiens. Ça va servir à quelque chose et ça va servir la performance de leur équipe et dans l'entreprise. Montrer que ça aide sur les chiffres de l'engagement, peut-être avec des NPS surveys et autres, ça aide au bien-être au travail, ça facilite dans la mobilité interne, mine de rien, c'est un énorme
c'est une énorme réduction de coûts versus un recrutement externe. Donc, c'est bien à ce niveau-là. Et donc, à nouveau, performance de l'équipe. Et derrière, comme je vous le disais, c'est vraiment définir, structurer et se mettre d'accord avec eux sur voilà ce qu'on attend dans chaque niveau et avoir leur buy-in pour que tout le monde soit aligné et harmonisé. Et ensuite, ça va être l'adoption. Hein. Comment on fait pour ancrer ces habitudes-là dans les différents processus et dans la culture. Donc, au niveau des entretiens annuels, la fixation des objectifs, les entretiens de performance, enfin, tous les entretiens différents qu'on peut avoir, où est-ce qu'on intègre cette revue des soft skills, et bien montrer que c'est des critères qu'on prend en compte derrière pour les différentes décisions de mobilité, d'entretien de carrière et autres. Hein. HK l'évoquait avec la transparence des salaires, ça devient aujourd'hui un critère clé sur les différentes évolutions. Et donc, là encore, pour leur donner les clés, les managers, il faut quand même les former au feedback. Ça ne se donne pas comme ça. C'est pas aussi simple. Je pense qu'il y a vraiment un besoin d'accompagnement sur voilà comment on a cette discussion autour, voilà comment on repère qu'un collaborateur réussit ou ne réussit pas et aussi pousser à ce que le feedback aille dans les deux sens. Alors, le retour du collaborateur, bien entendu, mais qu'on ne soit pas que en critique, mais qu'on montre aussi qu'on valorise les progrès faits, parce que sinon, clairement, il va y avoir un effet où tout le monde va le faire la première fois, au premier cycle, et après, si on ne parle pas des bienfaits, si on ne voit pas les évolutions derrière en termes de mobilité ou de salaire, clairement, tout le monde va arrêter. Et on aura fait tout ce travail de référentiel, de définition pour pas grand-chose. Ça, c'est un des gros challenges derrière, c'est comment on fait vivre le projet dans le temps. Donc, comment on embarque les managers dans le temps, les collaborateurs dans le temps pour qu'ils restent motivés, qu'ils aient envie de se former, qu'ils voient l'impact. Et surtout, oui, qu'on active, hein, qu'on propose des formations, des solutions adaptées, donc que ce soit le coaching via l'IA ou des formations présentielles, peu importe, mais différentes solutions qui vont être adaptées à chacun. Et je pense qu'un dernier point dont on n'a pas forcément parlé, j'ai beaucoup parlé du feedback, former les managers à donner du feedback, mais il y a aussi comment le collaborateur reçoit. C'est pas toujours simple de se mettre en posture de réception de feedback et se dire en fait je suis pas au niveau, il faut que je progresse. Donc il y a peut-être un accompagnement là-dessus aussi et de bienveillance, au moins de dire que on vous laisse pas en plan, on vous dit pas juste ça vous n'y arrivez pas, mais on vous donne les clés derrière et on veut vraiment vous accompagner à réussir. Mais il y a un accompagnement à ce niveau-là aussi qui doit être très très fort, donc niveau manager et collaborateur. Écoute, merci Pauline, hein, je trouve ça très juste ce que tu dis, hein, avant tout projet, de toute façon, il y a beaucoup cette notion de réussir à embarquer l'ensemble des parties prenantes. Tu l'as dit sur plusieurs points. Là, tu viens de me parler avec les collaborateurs. Il y a aussi cette idée de réussir à faire adopter et ancrer la chose, et puis surtout faire vivre le projet dans le temps aussi derrière. Hein. On peut être convaincu aujourd'hui par un outil ou par une solution dès le départ, mais ne plus jamais l'utiliser ensuite, puisque si en fait elle n'est pas devenue une habitude. Et donc là, je vais me tourner vers toi, HK, parce que tu t'avais fait un peu le lien aussi avec cette notion-là juste avant. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut gérer ce défi de l'adoption pour qu'en fait ces outils deviennent un vrai réflexe et pas juste un bel outil qu'on oublie dès le lancement? Ouais. Alors, juste pour rebondir sur le feedback, voilà, que c'est dans les deux sens. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre via un e-learning. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. C'est en fait dans la pratique. Donc, soit la pratique dans des jeux de rôle, entre personnes, donc dans le réel, soit effectivement, voilà, on peut faire des simulations via l'IA. Mais effectivement, voilà, c'est la pratique. Il n'y a que ça. Et effectivement, donc, Amélie, l'adoption, c'est un vrai challenge, mais c'est aussi, et c'est la clé du succès d'un projet. Et pour rebondir aussi par rapport à ce que disait Pauline pour Neobrain, pour Cocobot, le rôle du manager aussi est crucial. Donc ça, j'y reviendrai après. Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est que les gens qui testent Cocobot, ils vont apprécier, voire être bluffés par l'expérience, parce qu'en fait, c'est un outil qui est vraiment orienté solution, donc qui permet en fait vraiment d'avancer concrètement dans ces situations.
Mais pour autant, on ne va pas se mentir. Voilà, on va le tester une fois, on va dire ah bah c'est génial, mais il ne va pas devenir instantanément le compagnon IA du quotidien, d'accord? Parce que on est habitué à aller vite. Et Cocobot, justement, c'est un outil qui, à contre-courant des IA généralistes, stimule la réflexion, oblige à prendre du recul, oblige à réfléchir. Voilà. Et ça, c'est indispensable dans l'apprentissage, parce que sans effort, on ne va pas apprendre. Et donc, après la première utilisation de Cocobot, à moins d'être objectivé, voilà, par un objectif enfin, d'apprentissage. Par exemple, je sais pas, je vais te motiver d'apprendre le japonais si je pars dans 2 mois au Japon. Sinon, bien que j'ai envie de le faire, il y a peu de chances que je le fasse. Voilà. Donc voilà, donc effectivement, si on n'a pas un objectif, on ne va pas essayer de développer la compétence. Voilà. Aussi parce qu'à tort, les gens, ils oublient ou bien ils ne réalisent pas qu'en prenant du temps à se préparer à une situation, notamment par exemple des conflits ou des tensions, et ben en fait, par la préparation, on va gagner du temps et de l'énergie pour après, pour une fois en fait qu'on est dedans, en plein dans le problème. Et d'ailleurs, il y a une étude de Opinionway qui indique qu'on perd jusqu'à 3 heures par semaine à gérer ou à subir des tensions. Voilà. Alors qu'à contrario, avec une session de 30 minutes d'utilisation de Cocobot, qu'on peut faire en plusieurs fois, si on n'a pas les 30 minutes d'un coup, on va pouvoir en fait se préparer aux situations en explorant des solutions opérationnelles pour éviter justement les tensions. Donc voilà, on peut vraiment en fait gagner du temps par la préparation. Et donc pour en venir effectivement donc au sujet de l'adoption, un nouvel outil peut être intégré dans une routine professionnelle ça, en environ 3 mois. Voilà, donc en fait c'est assez lent. Donc ça nécessite effectivement donc de la répétition, etc. Et dans ce cas-là, c'est indispensable d'objectiver l'utilisation et d'inspirer l'utilisation. Voilà, par du partage en fait d'expériences entre utilisateurs notamment. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre Cocobot en intercession d'un programme de formation avec du coaching, parce que nous, effectivement, donc, on forme via des coachs. Voilà, et on accompagne donc ce programme de formation coaching par 3 mois d'action d'onboarding. Et pour ça, on met en place plusieurs actions. Donc, d'abord, une réunion kick-off où on va expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin des soft skills et comment les développer. Donc, ça revient à tout ce qu'on s'est dit avant. Ensuite, on va faire, donc entre plusieurs sessions d'utilisation, on va organiser des débriefs collectifs hebdo. D'accord. L'objectif, c'est de s'entraider. Mais c'est aussi l'occasion aussi pour le manager de montrer en fait qu'il est impliqué et par lui-même l'utilisation de l'outil, mais aussi on va demander au manager de lui animer en fait ces débriefs collectifs hebdomadaires. Et ensuite, bien sûr, il y a des actions de communication comme des emailing dans lesquels on partage des exemples de cas d'usage et des témoignages, vraiment pour inspirer l'utilisation. Et ensuite, on va aussi envoyer des notifications sur des micro-actions qu'on peut réaliser dans le réel en 5 minutes sans utilisation de Cocobot. Donc, en fait, concrètement, comment est-ce que je vais mettre en pratique voilà, une soft skills ou une bonne pratique de psychologie positive ou prendre du temps de recul pour moi. Voilà. Et donc, ça, c'est pour créer un peu voilà, le réflexe soft skills. Et enfin, on va finir donc en fait ces 3 mois d'action d'onboarding par un atelier collectif final lors duquel en fait on va débriefer sur l'expérience avant, après Cocobot. Donc qu'est-ce que ça a changé en fait concrètement dans notre quotidien et comment effectivement donc on a pu progresser donc dans le développement de nos soft skills, donc à la fois individuellement mais aussi l'impact collectif que ça a eu sur l'équipe. Et ensuite, donc outre donc, cette utilisation de Cocobot donc, dans un programme de formation avec du coaching, les personnes qui auront suivi ce programme peuvent devenir des ambassadeurs internes qui vont aider à onboarder d'autres collaborateurs pour les inspirer sur l'usage de Cocobot sur ses différentes fonctionnalités telles que le coaching situationnel
ou des entraînements de soft skills avec des simulations via des jeux de rôle, des mises en situation ou la simulation créative, par exemple. Et du coup, ces utilisations qui sont non encadrées en fait dans un programme vont permettre d'identifier des besoins collectifs de formation, de coaching, de prévention des risques psychosociaux qu'on va pouvoir accompagner avec des actions ciblées et donc du coup maîtriser les coûts afférents. Eh ben, écoute, merci Askas tu nous as partagé un très beau panorama de différentes actions très intéressantes. Merci, merci à toi et je vais faire un remerciement général donc à toi puis à Pauline également pour votre participation. On est arrivé au temps de questions-réponses. On a vraiment pu aborder pas mal de choses. On est arrivé au temps de questions-réponses, donc on va avoir 5 minutes pour répondre à d'éventuelles questions si vous en avez. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à les poser dans le chat et on va pouvoir y répondre dans les quelques minutes qui nous restent avec Pauline et HK. Et le temps que ces questions nous remontent, ce que je vous propose, Pauline et HK, vraiment en 30 secondes, quelque chose de très rapide. Si vous aviez un dernier conseil à donner, vraiment à retenir aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ? Moi, je pense que ça va être vraiment de mettre l'emphase sur l'impact de ces compétences au niveau de l'entreprise. Donc, l'impact business, montrer que ça a un vrai effet sur la performance, sur l'engagement des collaborateurs, sur la motivation et ne serait-ce que sur la marque employeur. Hein, finalement, il y a une bonne ambiance, on me propose de développer mes soft skills. C'est un super point pour ta marque employeur et pouvoir faire du recrutement à l'extérieur. Donc, vraiment relier ça au niveau du business et de la performance. Moi, je dirais que, comme effectivement, donc, on sait, on l'a vu pendant ce crosstalk, qu'aujourd'hui, développer les soft skills, c'est à la fois clé pour le climat social, la compétitivité, mais aussi les obligations légales de l'entreprise. Moi, je conseille vraiment de passer urgemment à l'action. Et donc, si ce n'est pas déjà fait, effectivement, il faut mener ce projet d'identification et de définition des soft skills qui sont clés pour l'organisation. Ensuite, au niveau RH, je pense qu'il faut communiquer sur l'importance de développer les soft skills auprès des collaborateurs. Et donc, je sais pas, par exemple, avoir une communication sur des exemples concrets qui sont inspirants et qui valorisent en fait des bons comportements positifs qui contribuent à la performance collective. Et enfin, troisième point, mettre en place des programmes de formation, donc idéalement avec les méthodes du coaching pour ancrer la transformation et des dispositifs pour pratiquer en situations variées. Donc effectivement, les dispositifs, ça peut effectivement être une IA qui simule des situations, mais c'est aussi des espaces en fait de pratique, par exemple des ateliers collectifs dans le réel. Et donc comme on l'a vu, des solutions comme NeoBrain et CocoBot permettent d'accompagner efficacement ces enjeux. Et pour les entreprises qui ne passent pas à l'action parce que peut-être qu'elles manquent de moyens humains et de temps, etc., je conseillerais de faire appel à un directeur de formation de transition qui peut venir piloter en fait ce projet. Donc en fait, travailler sur les 3 points que j'ai expliqué en amont et ensuite transférer les compétences à une équipe interne. Et c'est ce qu'on voit souvent d'ailleurs. J'ai beaucoup échangé avec des gens qui faisaient ça. Et je trouve ça très intéressant. Écoutez, merci beaucoup. Merci à toi, HK. Merci Pauline aussi pour votre dernier conseil. Alors, pas trop de questions, plutôt des remarques qui sont très intéressantes, qui rejoignent un peu ce que vous disiez. On s'est énormément concentré dans le coaching des managers pour aider à faire évoluer leurs soft skills pour des questions de priorité et de coût, mais qu'aujourd'hui, chacun va pouvoir monter en compétence sur ces soft skills et l'IA va faire partie de pouvoir le démocratiser. Une question sur le type de profil au niveau des entreprises qui vont faire appel aujourd'hui aux solutions que vous avez. Est-ce que vous avez un profil type ou c'est des choses que vous pouvez retrouver dans plusieurs types d'entreprises, privées, publiques, petites, grandes? Alors, chez NeoBrain, il n'y a pas de différence privée-publique. Après, c'est généralement des grosses entreprises
qui ont 1000 à 3000, voire plus de collaborateurs et donc, ce besoin vraiment de créer un référentiel parce que c'est beaucoup plus long quand vous avez 1000, 2000 postes, 2000 métiers versus il y en a 10 et ça peut se faire un petit peu de manière un peu plus manuelle. Alors, nous, côté Cocobot, pareil, je dirais que c'est vraiment tout type d'entreprise. Et après, en fait, nous, on propose différentes formules qui sont adaptées justement à différentes typologies d'entreprises. Par exemple, on a le Cocobot Mission. Donc, en fait, c'est un accompagnement pendant 3 mois dans le cadre, effectivement, donc d'une formation. Et ensuite, on a le Cocobot Compagnon, qui est effectivement donc la version dédiée à l'entreprise avec son référentiel de soft skills, son baromètre collectif des besoins. Et donc là, effectivement, ça va plutôt s'adresser à des grands groupes. Et après, néanmoins, en termes de typologie en fait d'utilisateurs, on va plus voir des demandes sur des profils de managers, parce qu'on investit ici effectivement plus sur ce type de profil, mais aussi parce qu'eux aussi ont une conscience plus aiguë de leurs besoins en fait de développement de soft skills. Voilà, mais c'est vrai que nous, avec Cocobot, l'idée, c'est vraiment de démocratiser l'accès au coaching et de le rendre accessible à tout le monde et pas uniquement les managers. Donc, c'est ce qu'on espère. Mais effectivement, ça dépendra en fait de la typologie, de la taille d'entreprise. Écoute, merci HK pour cette réponse très complète. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'il est déjà 12h30 passé. Donc, on a bien discuté, bien échangé. Donc, un dernier mot peut-être pour terminer ce live. Voilà, encore une fois, merci Pauline, merci HK pour votre participation ce matin, pour vos témoignages. Ça a été un vrai plaisir de vous accueillir. Vous avez apporté beaucoup de choses. Donc vraiment, merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont pu participer, qui nous ont rejoints ce matin pour le Crosstalk, d'être venus s'inspirer avec nous. J'espère que vous repartez avec plein d'inputs, en tout cas sur ce sujet Soft Skills IA. Vous repartez aussi avec des idées de solutions, donc n'hésitez pas à faire appel à nos intervenantes. Donc, voilà. Merci beaucoup vraiment pour votre participation. On espère vous retrouver bientôt et puis je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.